Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous concerne vraiment tous. Comment on fait pour vraiment apprendre quelque chose? Oui, on est bombardé d'infos en permanence, on lit des choses, on suit des formations, mais à la fin, qu'est-ce qui reste vraiment? C'est exactement ça. Notre mission, c'est de plonger dans toute une série d'études sur la psychologie de l'apprentissage pour essayer d'en sortir un vrai mode d'emploi pour notre cerveau. Et pour ça, on a des sources assez fascinantes. Oui, ça va de la neuroéducation, très pointue, qui regarde vraiment ce qui se passe dans le cerveau. À des stratégies cognitives très concrètes et même à l'analyse des, on va dire, des blocages psychologiques. L'idée, c'est un peu de pirater notre propre système, quoi. Pirater, c'est le bon mot, parce qu'il ne s'agit pas juste de collectionner des astuces de productivité. C'est plus profond. C'est de comprendre les règles du jeu de notre cerveau pour travailler avec lui et pas contre. D'accord. Alors, si on veut comprendre le mode d'emploi, il faut d'abord regarder la machine. Comment ça fonctionne là-haut? Hmm. La première chose qui ressort de nos lectures, c'est un concept qui a l'air simple, mais qui est la base de tout. La tension. Oui, une des sources de Joseph Evanik le dit très bien. L'apprentissage, ça démarre seulement quand le cerveau décide de braquer son projecteur. Et ce projecteur, il n'a qu'un seul faisceau. Et ce faisceau, il est directement lié à ce que les chercheurs appellent la charge cognitive. Ah oui, la charge cognitive. C'est un concept qu'on comprend souvent mal. On a tendance à penser que c'est l'ennemi, qu'il faut l'éviter à tout prix. Oui, qu'il faut un cerveau vide pour bien apprendre. Voilà, alors que des travaux comme ceux de Satya Bradadas ou Cory Bleach montrent que c'est juste une réalité. Notre mémoire de travail, imaginez la mémoire vive d'un ordinateur, La RAM. exactement, elle a une capacité très très limitée. Elle peut pas traiter 15 000 infos en même temps. Du coup, le but du jeu, c'est pas d'éliminer cette charge, C'est de la gérer. c'est de la gérer intelligemment. C'est un peu comme jongler alors. On peut pas commencer avec 15 balles, il faut les introduire une par une. L'apprentissage, ce serait gérer le nombre de balles en l'air. C'est une excellente analogie. Et pour la continuer, les stratégies comme l'échafaudage pédagogique, c'est exactement ça. C'est un bon prof qui vous passe les balles une par une au bon rythme. Plutôt que de vous jeter le sac à la figure. C'est ça, on construit brique par brique pour jamais saturer cette mémoire de travail. Et une fois que l'info a passé ce premier filtre, elle arrive au cœur du réacteur, la mémoire à long terme. Les articles de Monica Savage décrivent ça en 3 temps. D'abord l'encodage, On traduit l'info pour le cerveau. ensuite le stockage, on la range, et enfin la récupération, le moment où on va la rechercher. Et c'est souvent ce dernier point le plus difficile. Tout à fait. Et c'est là qu'on touche à une idée fondamentale que des auteurs comme Alex Treger mettent en avant, c'est la perspective constructiviste. D'accord. Le cerveau, c'est pas une bibliothèque où on range des livres, c'est un chantier. Chaque nouvelle info est une brique qu'on doit cimenter aux autres. On construit notre savoir. Et ça mène à la notion de modèles mentaux, dont parle Christopher Papas. C'est un peu comme le GPS de notre cerveau. C'est exactement ça. Ce n'est pas le territoire réel, mais c'est la carte simplifiée qu'on utilise pour naviguer. Et apprendre, ce serait mettre à jour cette carte en permanence. C'est tout à fait ça. Apprendre, c'est dessiner, effacer, redessiner ses cartes. Et parfois, il faut avoir le courage de jeter une vieille carte qui est fausse pour en construire une nouvelle. Le vrai apprentissage, c'est ça. D'accord. La machine est complexe, fascinante. On a vu le matériel. Maintenant, quel est le meilleur logiciel à installer dessus? Si notre cerveau est un chantier, quels sont les meilleurs outils? On passe aux stratégies pratiques. Et là, il y a une idée qui revient absolument partout. Un fil rouge. L'apprentissage doit être actif. Oui, ça c'est le grand changement de paradigme. L'image de l'étudiant qui écoute passivement, c'est complètement dépassé. Le cerveau apprend en faisant, pas en regardant. Et ça, l'article de Joseph Avanik l'illustre parfaitement en détruisant une de nos habitudes, la relecture. Ah, la relecture. On a tous passé des heures à relire nos notes. On se dit oui, oui, je connais ça. Mais en fait, c'est une illusion de familiarité. C'est très peu efficace. Alors que la méthode qui fonctionne, c'est la pratique de la récupération. C'est ça. Fermer le livre et essayer de se souvenir, se tester, forcer le cerveau à aller chercher l'info. C'est cet effort qui grave le souvenir. C'est comme un muscle, quoi. C'est exactement ça. Et ce besoin de forcer le rappel, il est lié à un phénomène assez brutal. Lequel? Imaginez, vous étudiez toute une journée, le lendemain, vous avez oublié 70% de tout.
Ah oui, c'est terrifiant, dit comme ça. Ça semble catastrophique, mais selon les travaux d'Hermann et Binehaus, c'est tout à fait normal. C'est la courbe de l'oubli. Notre cerveau, par défaut, est une machine à oublier. Donc la plupart de nos efforts sont vains. Pas s'ils sont bien dirigés. Et la meilleure arme contre cette courbe, c'est la répétition espacée. Une technique fondée sur les neurosciences, d'après Satyabrata Das. Oui, l'idée est simple. Plutôt que de réviser 10 fois en un jour, il vaut mieux réviser une fois aujourd'hui, puis dans 2 jours, puis dans une semaine. On réactive le souvenir juste avant de l'oublier. Voilà. C'est en espaçant ces rappels qu'on signale au cerveau: attention, cette info est importante. Garde-la pour de bon. D'accord, donc être actif, se tester, espacer les révisions. C'est déjà une bonne base. Mais plusieurs sources, notamment celle de Gilles Stéphaniak, parlent d'une compétence qui chapeaute tout ça, la métacognition. La métacognition. Ça sonne un peu technique, Un peu, oui. mais en fait, c'est tout simple. C'est la capacité de réfléchir à sa propre façon de penser. C'est cette petite voix qui, pendant qu'on étudie, se demande: attends, est-ce que je comprends vraiment ça ou je fais que lire les mots?» Est-ce que cette technique de fiche marche vraiment pour moi? C'est ça. C'est devenir le coach de son propre cerveau. C'est la différence entre suivre une recette et comprendre la cuisine pour inventer ses plats. Et pour rendre ça concret, il y a un modèle qui m'a bien plu, c'est le modèle AGS de Kevin Erols. Oui, c'est une excellente synthèse. A pour attention. On en a parlé, il faut être concentré. G pour génération. Le cerveau doit créer ses propres liens, reformuler, connecter à ce qu'il sait déjà. E pour émotion. Et ça, c'est crucial. Un lien émotionnel, même petit, c'est de la superglue pour la mémoire. Et S pour spacing, l'espacement. L'espacement, voilà. Si on a ces 4 ingrédients, l'apprentissage devient redoutablement efficace. Le E pour émotion m'intrigue. On pense souvent que l'apprentissage doit être sérieux, presque froid. Comment on fait pour mettre de l'émotion quand on doit apprendre le code des impôts? C'est une excellente question. L'émotion, ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer sur ses fiches de droit fiscal. D'accord. Il s'agit de trouver un ancrage. Ça peut être la satisfaction de résoudre un problème, la curiosité de comprendre le système, ou alors, et ça c'est un point qui revient beaucoup, utiliser le pouvoir de la narration. Transformer des faits bruts en une histoire. Raconter une histoire engage le cerveau à un niveau beaucoup plus profond. Exactement. D'ailleurs, en parlant de technique, je suis tombé sur des méthodes qui ressemblent presque à de la magie. Le palais de la mémoire, par exemple. Ah oui, évoqué par Joseph Evanik. Ça sort tout droit d'un Sherlock Holmes. C'est ça, mais c'est une technique de mémorisation visuelle très ancienne et apparemment ultra puissante. Et qui repose sur notre mémoire spatiale, qui est extraordinaire. Il y a aussi des techniques plus logiques, comme le principe de la pyramide de Minto. Mentionné par Christopher Papas. Oui, qui consiste à toujours commencer par la conclusion. C'est contre-intuitif, mais terriblement efficace pour clarifier sa pensée. Bon, tout ça c'est le monde idéal. Mais dans la vraie vie, il y a le plus grand obstacle entre la théorie et la pratique, la procrastination. Ah, le grand classique. Et ce qui est intéressant dans un des articles, c'est qu'il déconstruit le mythe de la procrastination comme simple paresse. Ce n'est pas de la paresse aussi simple, sûr. Le plus souvent, non. Les racines sont émotionnelles. La peur de l'échec, le perfectionnisme, l'anxiété face à l'énormité de la tâche. Oui, il décrit ce moment terrible où on est figé devant son écran. On sait ce qu'on doit faire, mais le cerveau refuse de démarrer. Le contact ne se fait pas. Et soudain, nettoyer les joints de la salle de bain devient la chose la plus urgente du monde. C'est exactement ça. Et au-delà de ce blocage, il y a des barrières encore plus profondes. Le syndrome de l'imposteur, par exemple. Ce sentiment d'être un fraudeur. Oui, et ça peut saboter complètement la confiance en soi, qui est indispensable pour oser se tromper et donc pour apprendre. Et il y a aussi la dissonance cognitive. C'est-à-dire quand une nouvelle information entre en conflit avec une de nos croyances. Exactement. Le cerveau déteste la contradiction. Ce conflit interne crée un tel malaise qu'on préfère rejeter la nouvelle information, même si elle est vraie, plutôt que de devoir tout remettre en question. C'est un obstacle très puissant. Alors, face à tous ces obstacles, qu'est-ce qui nous fait avancer? Quel est le carburant de la machine? Toutes les sources convergent, la motivation. Sans elle, rien ne se passe. C'est le pourquoi. Pourquoi je fais cet effort? Et les sources explorent plusieurs leviers. Il y a la ludification, la gamification dont parlent Johnny Selawski et le docteur David Chandros. Utiliser des éléments de jeu, des points, des défis, pour rendre ça plus engageant. Voilà. Chloé Daniel insiste aussi sur l'importance d'avoir des objectifs clairs. Apprendre dans le vide, c'est épuisant. Apprendre pour un projet concret, ça change tout.
Et puis il y a le pouvoir du feedback, du retour d'information. C'est notre boussole. Un retour constructif nous dit où on en est, comment s'améliorer. Et le renforcement positif. Oui, reconnaître les progrès, ça valide nos efforts et ça donne l'énergie de continuer. Il faut aussi parler du contexte actuel, la technologie. Shannon Flynn rappelle une vérité qui dérange un peu. Le multitâche est un mythe. Ah oui, Notre cerveau ne fait pas deux choses à la fois. Il bascule très vite de l'une à l'autre en perdant du temps et de la concentration à chaque fois. C'est l'ennemi de l'apprentissage en profondeur. c'est un point capital, hein. Et ça s'applique aussi à l'apprentissage en ligne. Ça offre une flexibilité incroyable, mais ça peut aussi mener à l'isolement, au stress. Et ce n'est pas une solution miracle. Non, Rosemary Sage prévient que sans un accompagnement humain de qualité, le numérique peut même creuser les inégalités au lieu de les réduire. Bon, on a brassé énormément de choses. Si on essaie de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, l'idée la plus forte, c'est que l'apprentissage, c'est pas un truc qui nous arrive passivement. C'est un processus actif. C'est une construction. Ce n'est pas être une éponge, c'est être un maçon. C'est une belle image. Et comprendre comment notre cerveau fonctionne, la charge cognitive, la mémoire, ça nous donne les clés pour choisir les bons outils. Se tester, espacer, être le pilote de son propre apprentissage. Et ça permet aussi de mieux comprendre nos propres bugs, comme la procrastination, et de les dédramatiser. En somme, il ne s'agit pas de trouver la méthode magique, mais de se construire sa propre boîte à outils. Devenir, comme on le disait au début, un meilleur utilisateur de son propre cerveau. C'est exactement ça. La perspective qui se dégage, c'est celle de l'autonomisation. On devient l'architecte de son propre savoir. Et pour finir, une dernière idée qui m'a vraiment interpellé. Un article d'Amit Vincent ouvre une perspective un peu futuriste. Il explique que l'IA commence à analyser les schémas d'apprentissage des experts. Des gens qui sont au sommet de leur art. Et ce qu'elle découvre, c'est qu'ils n'accumulent pas juste les heures. Leur progression n'est pas linéaire. Ils ont de longues phases de plateau productif. Des moments où, de l'extérieur, on a l'impression que la personne stagne, qu'elle ne progresse plus. Mais l'IA montre qu'en fait, pendant ces plateaux, il y a une activité intense de consolidation en arrière-plan. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Et si la clé pour mieux apprendre n'était pas de viser une progression constante, cette ligne droite parfaite qu'on nous vend partout, et si c'était plutôt d'apprendre à reconnaître et même à valoriser ces moments de plateau, de les considérer non pas comme des échecs, mais comme des phases essentielles de consolidation profonde, où le cerveau intègre silencieusement tout ce qu'il a appris. Une idée à méditer.